Bonjour à toutes et à tous. La République, c'est un mot qu'on entend absolument partout, tout le temps. Mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire, ce que ça implique? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce concept, parce qu'il façonne nos vies bien plus qu'on ne le pense. La question peut sembler un peu étrange, je vous l'accorde. Un idéal qui date de plusieurs siècles, une crise politique au sommet de l'État et les algorithmes de nos téléphones. Quel peut bien être le lien? Pourtant, la réponse nous concerne directement. Alors restez bien avec nous, on va assembler toutes les pièces de ce puzzle. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut revenir aux bases. La République, c'est quoi, au juste? À l'origine, l'idée est d'une simplicité, révolutionnaire. La République, la res publica, c'est littéralement l'affaire de tous. Fini le pouvoir concentré dans les mains d'un monarque ou d'un seul dirigeant. Non. Ici, le pouvoir appartient au peuple. C'est un système qui est conçu pour servir l'intérêt général, cette fameuse chose publique. Alors attention, la République française, ce n'est pas un bloc monolithique apparu d'un coup. C'est une construction qui a évolué, qui s'est cherchée, à travers 5 versions différentes en un peu plus de 2 siècles. Chaque étape a été un pas de plus. La Première République, née dans le tumulte de la Révolution, puis le suffrage universel masculin, l'enracinement des valeurs, le droit de vote des femmes, jusqu'à notre Cinquième République. C'est toute l'histoire d'une quête pour trouver le juste équilibre. Et au cœur de cette quête, il y a 3 mots que tout le monde connaît. Liberté, égalité, fraternité. C'est bien plus qu'une simple devise sur nos mairies. C'est le socle philosophique sur lequel tout le système est censé reposer. La liberté de chacun, l'égalité de tous devant la loi, et ce lien, la fraternité, qui nous unit en une seule et même communauté nationale. Et pour que ces belles valeurs ne restent pas juste des mots en l'air, la Constitution les ancre dans le réel, avec 4 principes, 4 règles du jeu fondamentales. La République est indivisible, la même loi pour tous, partout. Laïque, l'État reste neutre. Démocratique, le pouvoir vient du peuple. Et social, l'État a un devoir de solidarité. C'est ce cadre qui transforme l'idéal en pratique. Bon, voilà pour la théorie, pour la promesse républicaine. Mais on le sait bien, entre la théorie et la pratique, il y a parfois un monde. Alors, que se passe-t-il quand ces grands principes se heurtent au réel, à la politique moderne et à ses blocages? Pour comprendre, imaginons la scène. On est à l'Assemblée nationale. Le gouvernement en place n'a pas de majorité absolue pour le soutenir. Et là, un texte essentiel, le budget de la nation, est sur la table. Mais impossible de le faire voter. Les débats s'enlisent, les voix manquent. C'est l'impasse totale, la paralysie. Face à ce mur, que faire? Eh bien, la Constitution de la Ve République a prévu une sorte de plan B, une option d'urgence. Une carte maîtresse, si on veut, mais une carte extrêmement risquée à jouer. Et cette carte, la voici. Le fameux article 49.3. Il permet au Premier ministre de dire en substance « J'engage la responsabilité de mon gouvernement sur ce texte ». Et paf, la loi est considérée comme adoptée, à moins que l'opposition ne dépose et ne vote une motion de censure dans les 24 heures pour renverser le gouvernement. C'est un véritable coup de poker politique. D'un côté, le budget passe, le pays continue de fonctionner, on évite la paralysie. Mais de l'autre, le gouvernement met littéralement sa tête sur le billot. S'il perd le vote de confiance qui suit, il tombe. On l'appelle souvent l'option nucléaire, et ce n'est pas pour rien. C'est l'illustration parfaite de la tension entre l'efficacité du pouvoir et le débat démocratique. Maintenant, prenons un peu de recul. Parce que ce blocage parlementaire, ce n'est pas juste une anecdote politique. C'est le symptôme visible de quelque chose de bien plus large, de bien plus profond. Des organisations comme la Ligue des droits de l'homme, par exemple, alertent sur ce point. Elles parlent d'une véritable crise de confiance. Quand les inégalités se creusent, quand beaucoup de gens ont le sentiment que leur vote ne change rien, qu'ils n'ont plus de prise sur les décisions, alors ils se détachent. Ils se sentent dépossédés. Et ce n'est pas qu'un problème français, loin de là. C'est une tendance lourde dans beaucoup de démocraties. Et la nuance est capitale. Ce qui est en crise, ce n'est pas forcément l'idée de démocratie elle-même. C'est la façon dont elle est mise en œuvre. Ce sont ces formes représentatives, comme le dit la Ligue des droits de l'homme. En gros, c'est le système de représentation, la manière dont le pouvoir est délégué et exercé, qui semble à bout de souffle. Et comme si ça ne suffisait pas, cette crise de confiance fait face à un défi complètement inédit. Un défi que les philosophes des Lumières n'auraient jamais pu imaginer, la question de notre liberté à l'ère du numérique. Pour bien saisir l'enjeu, il faut comprendre qu'il y a 2 manières de penser la liberté. La première, la plus simple, c'est de dire « je suis libre si personne ne m'empêche de faire ce que je veux ». Mais la vision républicaine va plus loin, elle est plus exigeante. La vraie liberté, ce n'est pas seulement de ne pas être gêné, c'est de ne pas être dominé. C'est d'être à l'abri d'un pouvoir qui pourrait nous contrôler de manière arbitraire, même s'il ne le fait pas à chaque instant. Et c'est là que ça devient très concret pour nous aujourd'hui.
On parle de domination numérique quand des algorithmes, et donc les géants de la tech qui les possèdent, ont ce pouvoir d'influencer nos choix, nos opinions, nos sociétés, sans aucun contrôle démocratique, sans qu'on ait notre mot à dire. En théorie, la domination, c'est assez simple à décomposer. Il faut 3 choses. 1. Avoir la capacité d'interférer dans la vie de quelqu'un. 2. Pouvoir le faire quand on veut, comme on veut, sans rendre de compte. Et 3. Que cette interférence porte sur des choix que la personne pourrait faire librement. Ça ne vous rappelle rien? Parce que dans les faits, c'est exactement ce qui se passe. Les algorithmes peuvent orienter subtilement ce qu'on voit, ce qu'on achète, et même ce qu'on pense. Leurs plateformes peuvent être instrumentalisées pour déstabiliser des élections ou pour réduire des opposants au silence. Et le plus gros problème, c'est que la technologie avance tellement vite que les États, les lois, sont toujours à la traîne. Ces géants du numérique agissent donc avec une liberté d'action quasi totale. Et tout ça nous ramène à notre point de départ. L'idéal républicain, à l'origine, a été pensé comme un bouclier pour protéger les citoyens de la domination d'un roi, d'une élite. Mais aujourd'hui, comment ce même idéal peut-il nous protéger d'une nouvelle forme de pouvoir, beaucoup plus subtile, mondiale et souvent invisible? C'est sans doute le grand défi pour la République au XXIe siècle. Et la question, elle, reste grande ouverte.